Quelque chose se trame sur le platier de Koé-Atouo. Un second parc pour Holothurie est installé par Marie-Renée, des bénévoles de l'association Haute et des techniciens de la province Nord. Et aujourd'hui, on en met un peu plus grand, il fait 1000 m². Donc aujourd'hui, c'est la pose des poteaux et demain, on viendra mettre le filet à peu près à cette hauteur-là tout autour. Ce second parc abritera 3000 juvéniles Holothurie grise, une espèce en voie de disparition au pays à cause de la surpêche. On a l'avantage sur la province Nord d'avoir des immenses platiers relativement bien protégés, puisque là, on est quand même quasiment à 1 km de 800 mètres de la mer. Donc même s'il y a une grosse houle, des grosses vagues, elles vont s'amortir avant d'arriver sur les parcs, puisqu'il faut que les parcs puissent être durables. Et dans les parcs, on va introduire des juvéniles qu'on va sortir du parc quand ils auront une taille de 100-120 grammes pour les mettre sur cet énorme platier qui fait 70 hectares au total, mais on espère qu'ils ne prendront pas tout de suite l'espace des 70 hectares et donner le droit de pêche sur la zone limitrophe du parc à Marie-Renée. L'intérêt est double pour la province Nord qui participe à ce projet. Faciliter le recrutement naturel en rapprochant les géniteurs et permettre à une pêcheuse de se lancer dans une nouvelle stratégie aquacole. Marie-Renée est confiante. Comme je dis, moi je pars pour innover aussi dans la pêche, changer un peu, voir l'évolution aussi, ce qu'on peut faire dans l'aquaculture. C'est vrai que c'est tout nouveau et puis ce qui pourrait me faire peur, c'est le temps, les cyclones, tout ça. Mais après, c'est le loterie qu'on a mis dans le parc, ça va bien s'adapter dans la zone, tout ça, là, pour pouvoir avoir une taille commerciale. Le premier parc a été installé quelques mètres plus haut il y a 3 semaines. Il abrite 500 juvéniles. Au total, plus de 4000 juvéniles seront introduits dans ces installations. Toutes les semences de maïs cultivées au pays seront-elles interdites dans 2 mois? C'est la question à laquelle le gouvernement doit répondre après la décision du tribunal administratif début juin. Ces semences VRTH, variétés tolérantes aux herbicides importées d'Australie, sont obtenues par mutagénèse. Elles sont reconnues comme des OGM en Europe depuis 2018. Le gouvernement calédonien doit maintenant trancher, les autoriser ou les interdire. Actuellement, la loi du pays proscrit toute forme d'OGM. On a tous les mêmes fournisseurs et on travaille tous avec la même variété. Tous nos stocks de graines actuellement font partie de ce qui sera interdit. Alors est-ce qu'on doit ne pas planter cette année et jeter toutes ces semences, qui va les payer? Deuxième point, on ne pourra plus se ravitailler en semences en Australie, qui sont des semences que nous connaissons, elles ont été éprouvées. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les céréaliers redoutent d'abandonner ces semences australiennes pour des semences européennes moins adaptées au climat, avec a priori un rendement inférieur. Le dossier fait débat depuis 2016. On va utiliser des produits herbicides de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants, avec des conséquences donc en termes de pollution des sols, de l'eau, de l'air et au final des organismes. Les éléments que nous avons en matière environnementale ne laissent aucun doute. En matière sanitaire, si le doute est encore permis, de toute façon, le principe de précaution doit s'appliquer. Le gouvernement n'a pas souhaité nous accorder d'interview et nous a répondu par communiqué. Il évoque notamment des difficultés d'applicabilité de la décision du tribunal. Ces organismes sont considérés de la même manière que des organismes modifiés par sélection naturelle et ne pourront être qualifiés d'OGM par les certificateurs des pays fournisseurs de semences. Le tribunal administratif demande d'appliquer le principe de précaution en l'absence de données scientifiques suffisantes. Le gouvernement doit se prononcer début septembre. Depuis le vendredi 25 juin, les 3 partenaires institutionnels et associatifs ont signé une convention visant à accompagner les porteurs de projets dans les quartiers où est implantée la SIC, et plus particulièrement les quartiers populaires. Donc nous, les locaux d'activité qu'on va mettre à disposition, ils seront soit avec des loyers minorés ou à titre gracieux. Ça dépend en fait de la situation de l'entreprise. On va dire par exemple des entreprises naissantes. On va leur faire un loyer gratuit pendant 6-12 mois. Puis dès qu'elles commencent à devenir un peu plus costauds, on va plutôt appliquer un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'ils vont dégager. L'objectif, c'est de pouvoir donner les moyens aux porteurs de projets de pouvoir avoir un local d'activité. Chaque année, l'ADI intervient auprès d'une centaine de porteurs de projets dans les quartiers de l'agglomération nouméenne en apportant un financement jusqu'à 1,8 million de francs. Avec ce dispositif, l'idée est aussi de sensibiliser les habitants dans les quartiers à la création d'entreprises. Parce que oui,
tout le monde peut devenir entrepreneur à partir du moment où il est accompagné et à partir du moment où il a accès au capital, accès à l'argent. Et donc ça, il faut le redire parce qu'il y a beaucoup d'autocensure dans nos quartiers. Edmond, président du comité bien-être des habitants de Tindu et habitant du quartier de Tindu, se dit satisfait de cette initiative. Il regrette toutefois un certain désintéressement des pouvoirs publics pour les initiatives portées dans les quartiers. Sauf que clairement, on n'a jamais été soutenu et accompagné dans les initiatives que nous avons portées. Donc à un moment donné, là, il faudra revoir la politique de la ville, c'est de revoir sa manière et sa façon d'avoir à rechanger sa relation avec les résidents. Cet accompagnement est ouvert à tous, à condition d'être installé dans un des logements de la ville. C'est ça là, hein? Là, voilà. Vous voyez, voilà, ils sont dans le cœur, carrément, puis elles descendent, puis elles bouffent là. Vous voyez là? Vous voyez? Et donc elles descendent, elles bouffent jusqu'à la fin. Voilà, après ça... Celle-là, c'est pour ça qu'on l'appelle la légionnaire, celle-là. Elle détruit tout, quoi. La chenille légionnaire d'automne est apparue dans le sud de la Calédonie en juillet 2020. Elle a été observée à Pointe-Boute cette année en début février, sur les repousses d'anciens champs de maïs. Axel Billet a planté 34 hectares de maïs au mois de mai. Malgré les traitements qu'il a commencé à déployer sur ses parcelles, l'agriculteur est aujourd'hui dans l'incertitude pour sa récolte. Là, c'est le début. Après, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On va traiter en espérant qu'on arrive à enrayer ce fléau. Mais personne n'est capable de dire aujourd'hui, ça sera quoi le pourcentage de perte, quoi. Et ça coûte excessivement cher, les traitements. Un traitement, c'est 10 000 francs l'hectare. Mais 10 000 francs l'hectare, bon, quand tu as un hectare, c'est... Mais à Pointe-Boute, on en a 400, tu comptes 400 hectares à 10 000 francs l'hectare. Et s'il faut en faire 3 ou 4, là, il vaut mieux changer de métier carrément, quoi. Les agriculteurs pointent du doigt la décale. Ces chenilles proviendraient, selon eux, d'une exploitation située au centre de recherche et d'expérimentation agronomique de la décale à la Wengui. Résultat d'analyse datant du 30 juillet 2020 à l'appui, ils soutiennent que l'Agence de développement économique était la première à avoir observé cet insecte dans ses champs. Roger Gaillot est céréalier à la Wengui. Première victime au pays de la chenille légionnaire, l'an dernier, il a perdu 27 hectares de maïs, ce qui correspond à la totalité de sa production. Ça a démarré chez eux. On est voisins. Ils n'ont rien dit. Quand j'ai planté, moi, je pense que ça s'est passé là. Avant qu'ils détruisent, c'est passé là. Ensuite, chez moi, ça s'est multiplié parce que je ne savais pas. Je me suis fait avoir parce que j'ai dit, tant pas prévenu, j'ai planté. Je me suis envahi. Et là, c'est là que... Il y a eu toute ces multiplications de chenilles sur 27 hectares. Il y a eu 3 cycles de chenilles. Alors, vous voyez le nombre de chrysalides qui étaient dans la terre. Tout ça, c'est parti en papillon. Et c'est comme ça que c'est arrivé ici. Le pays est quasiment autonome dans la filière maïs. 4000 tonnes sont récoltées chaque année à Pointe-Boute. Pour cette année, les céréaliers s'inquiètent. Si la chenille détruit le maïs, après il y a tout ce qui va avec, la nourriture à bovins, la nourriture à poules et tout ça qui est fabriqué avec le maïs, quoi. La nourriture à crevette. Et il faut savoir un truc, c'est que sur l'Australie, ils ont le même problème, mais est-ce qu'ils en auront assez, eux, pour exporter? Peut-être qu'il y en aura tout juste assez pour eux, ils n'en auront pas assez pour exporter. Alors ça va mettre tout le monde dans une pagaille pas possible, quoi. La Chambre d'agriculture et l'IAC tentent actuellement d'identifier les ennemis naturels de cette chenille ravageuse pour les utiliser dans une lutte biologique. Le système de santé calédonien en danger. En cause, de nombreuses dépenses supportées par le RUAM. Le prix de la consultation médicale en Nouvelle-Calédonie est plus élevé par rapport à la métropole. Une consultation sur le territoire, pour tous les spécialistes, coûte en moyenne 4 050 francs CFP contre 3 000 en France. Selon le plan de santé d'Okamo, publié en 2018 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une des dépenses qui plombe les comptes du RUAM serait la prise en charge du transport normalement réservé à des personnes malades ou blessées. Les textes actuels sont imprécis et permettent aux personnes en capacité de prendre des transports en commun de se faire rembourser. Autre dépense, les évacuations sanitaires. Le coût unitaire des dépenses liées aux évasanes augmente à un rythme de 6 à 8% par an. Dans certains établissements hospitaliers français, une taxe habituellement appliquée aux étrangers s'applique aux Calédoniens. La mauvaise santé des Calédoniens atteints de longues maladies, 74 674 selon le bilan de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie par la Direction des Affaires sanitaires et sociales en 2015, participent grandement au creusement du déficit. Afin de pallier à ces dépenses,
plusieurs plans d'action ont été déposés par le gouvernement pour combler le déficit du RUAM. Une amélioration du contrôle des arrêts longue maladie ou arrêts de travail, des améliorations du recouvrement des cotisations. À titre d'exemple, en 2015, cela représentait 49,3 milliards de francs CFP. Et enfin, une baisse de 3% du budget de fonctionnement des hôpitaux. À Poindimié et à Koné, des dizaines de personnes se sont mobilisées pour dénoncer une dégradation des soins dans les structures hospitalières du Nord. Certaines activités ont été interrompues, chimiothérapie, pose de prothèses ou encore certains actes d'anesthésie. Aujourd'hui, les patients du centre hospitalier du Nord doivent se rendre eux-mêmes en pharmacie pour se procurer leur traitement. Une dégradation des soins également évoquée ce matin devant le Congrès. Ça suffit les économies, payons les gens à leur juste valeur, donnez-nous les moyens de travailler. On a des soins de qualité, on veut les conserver pour la population, pour les malades. Au boulevard Vauban, plus de 300 personnes ont répondu à l'appel à la grève lancé par la Fédération des fonctionnaires. Une mobilisation à laquelle d'autres organismes se sont intégrés. À 9h, une délégation a été reçue par des membres du Congrès et des personnalités politiques. L'occasion d'interpeller les élus sur l'urgence de la situation et pour leur proposer des solutions. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une prise de conscience commune des élus sur l'urgence de la situation, sur la gravité de la situation, sur l'absence de financement au mois d'août. Et on a pu enfin dégager un avis unanime sur une solution urgente à trouver. Aujourd'hui, on a un plancher qui est de 510 500, c'est-à-dire que tous les salaires inférieurs à 510 000, égal ou inférieurs à 510 500 cotisent à hauteur de 15% de leur salaire. Pour les revenus supérieurs, la tranche de taux de cotisation n'est que de 5%. En déplafonnant cette cotisation, les recettes estimées, c'est de 5 à 6 milliards annuels. Et ça ne ferait que rétablir une équité sociale au niveau du pays. À l'issue de cette rencontre, un groupe de travail s'est constitué au Congrès. Il doit proposer une solution concrète d'ici les prochains jours. Un signal positif qui a permis de suspendre le mouvement dans l'après-midi. Toutefois, si d'ici le 15 août, aucune décision n'est prise, la Fédération des fonctionnaires appellera à une grève générale illimitée. Ni nonne pour mende chisel to ama ni toa no toa 150 pour mende si point pour na Rwanda esikere we mi Rwanda mbwasao esikere we mi Rwanda mbwasao Rwanda pour mende sito kuya khwaso urina ngena khwamona Rwanda amu me unambura Rwanda apun khoruna na puna so handi kera kwanda bangena unambura Rwanda me mbeti mbwana sale point kwa ti Rwanda sao chamba rutonde point kwa ti wan khitire mende ti wan 20e édition mais le khushari de 500 kg to husit pa exposant no mbendo horure umbwareri Rwanda 150 tonnes no huire no kenen nunu kewani pa anore mende ben jina hakati ngami pa no mende banga swanari to mi nyinda ka da to ka roshi mbayar ban no fa kwa mindo ka mende na meni e wa top no ri ro mindo na pu mi stone bola shaka wa mindo wan to pombo nge Rwanda eno wake wile pombeni ke conseil de khanachu me sina coutumier ndoro wa khiti ndari khanachu khiti sira ndai khanachu risinde khanachu na ndoro khanachu ko tona ndi mi khwanondo atona kwa di khwana ngano kada ufen sana ti fe bwana na kweta mtotwa nuom minda na ngina suara fando poda ndo ndai ngena fa ndai to men no ngena fa sana ti fe nuom nga fa sana ti na kweta to kada ti mi pa wakati no so tora mbaka kan mi kada na ngina khari nga khaje kun ndai to men no nga khaji ti to no ndai khaji ro khaji khidire menda ya khembutu khembanderi ngembashinda Mère Nambure arenge onse nombere chanda kendia. Ndure cha kilo de mende 700 francs.